C'est le nom oui, c'est ça. Parce que c'est une vertu. Ouais. De faire le plus grand nombre de choses possibles avec le moins de signes possible. Merci. I substantially totally agree with you. Of course, less well organized framework. I have two questions I'd like to know your opinion about. The first concerns the so-called polymorphism. Typically, you have a certain method or name for a certain function which describes two different sets of operations. So you can sum a number that makes sense for us. You can sum two arrays. How to sum two collection of different objects. No? And so there is this interesting issue from a linguistic point of view, from the user point of view. So this is not ambiguous because it is defined on the formal level. But I'd like to know what you think in terms of usage, because on one side it is not ambiguous because formally it is defined. On the other side, one can see it as a form of synonymy from one point of view that makes sense for the user but can create some issues because you have to understand that they have different meanings even if they look with the same name. And on a related topic, there is, I think, something that you have mentioned in some sense, which is what I typically call, the name I found is syntax sugar, in the sense that you have various ways in which you say the same things. So it is, again, on the formal level, because you can use it actually, it's not defined by the user, so it is defined in the grammar of the language, but it explicitly allows different practices. Sometimes it can be quite confusing because you find the code meaning the same things, written in completely different senses. Okay, but yeah, if you are a real geek, if you are a real nerd, then you know this and what this means. No? So how do you place this kind of phenomenon inside your typology of concrete languages? Alors la première chose, le polymorphisme, ça rentrerait dans la catégorie implicite. Parce que là, avec la surcharge d'opérateurs, c'est ce qui se passe. Il faut qu'on ait une notion de plus qui puisse marcher dans l'un et l'autre contexte. Donc soit comme addition numérique, soit comme concaténation de chaînes de caractères. Alors effectivement, d'un point de vue psychologique cette fois-ci, le polymorphisme, ça veut dire que c'est pas seulement qu'il y a deux significations différentes qu'on donne au même signe, mais disons, là où ça a vraiment du sens d'utiliser le même signe, c'est quand on veut dire que c'est un peu la même chose. Par exemple, disons le plus, parce que c'est une opération différente d'avoir un plus sur des nombres entiers et le plus sur des nombres réels, on va dire, ou sur des nombres rationnels. On va prendre simplement des nombres rationnels. C'est deux opérations différentes, simplement ce que veut dire, c'est que c'est quand même un petit peu la même chose. Et donc dans ce cas-là, ça a du sens d'utiliser le même signe pour les deux, donc l'usage est psychologique. D'un point de vue technique, c'est deux choses différentes, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est une même notion qui s'exprime de deux façons différentes. De même, c'est pas absurde d'utiliser le plus pour la concaténation, parce qu'il y a plein de propriétés de la concaténation qui sont communes avec l'addition numérique. C'est un monoïde. C'est-à-dire c'est un ensemble avec une loi de composition interne. Donc ça a du sens d'utiliser le plus aussi pour la concaténation. C'est associatif comme le plus, alors c'est pas commutatif, mais c'est déjà pas mal d'avoir l'associativité. L'autre chose, le sucre syntaxique, ça va avec les redondances, puisqu'il y a plusieurs façons d'exprimer une même chose. Il y en a un, par exemple, qui est tout à fait illisible, qui est très souvent difficile à lire quand on n'est pas habitué. C'est l'opérateur ternaire qui existe dans plein de langages de la famille du C. Donc là, on aura par exemple des choses comme ça. Donc, on aura ça, c'est une chose qui est à peu près lisible. Les autres, il y avait des if, des choses comme ça, on reconnaît un petit peu de la langue. Là, on ne comprend à peu près rien. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est la variable x va valoir 1 ou bien 2
selon que i vaut 0 ou pas. Donc x égale, pour savoir ce que vaut x, est-ce que i vaut 0? Alors si oui, ça vaudra 1, et puis sinon, ça vaudra 2. Et ça, c'est une chose qui est difficile à lire quand on n'a pas l'œil habitué. Mais c'est tellement rapide à écrire, et on a tellement souvent besoin de faire dépendre la valeur d'une variable d'un test qu'on va effectuer, qu'on fait ça. Donc ça, c'est du sucre syntaxique. Donc c'est un exemple de redondance, parce que ça, on pourrait l'écrire d'une façon toute différente en disant if i est égal à 0, alors x vaut 1, et puis else x est égal à 2. Donc si on fait ça, je mets les accolades pour structurer les blocs. Si on fait ça, ça revient exactement même, sauf que c'est beaucoup plus long, ça prend plusieurs lignes typiquement. Donc c'est un exemple de redondance. Il me semble quand même que, bon, pour moi, il y a un petit problème. Donc, il me semble que la langue naturelle intervient à deux niveaux dans votre énoncé, à la fois comme objet et comme objet d'étude. Et donc, par exemple, ça m'a frappé lorsque vous faites les liens avec la grammaire historique ou avec la sociolinguistique, parce que pour la linguistique aussi, il y a, on pourrait dire, un modèle réductionniste et un modèle qui accepte plus largement la variété des langues. Donc quand on, justement, cette grammaire normative, qui ne s'appelle pas normative, enfin, c'est la grammaire d'une langue, justement, c'est essayer de réduire la parole, les faits langagiers à une seule structure. Et d'autres approches, d'autres parties en linguistique considèrent au contraire qu'il importe de prendre en compte toutes les diversités, et on pourrait le faire certainement bien au-delà des langues. C'est parce qu'il y a effectivement, alors c'est là où je vous dis, donc il y a peut-être, il y a un désir, ou peut-être des raisons sans doute, de rapprocher le langage de programmation de langue naturelle, mais cette opposition que vous faites d'abord entre vos deux thèses, la thèse du modèle de réduction et celle qui regarde la diversité, c'est vrai en tout cas pour tous les objets culturels, avec effectivement des poids différents. Par exemple, en littérature, on pourrait dire que la thèse de la diversité l'emporte sur celle du modèle, mais il existe aussi, il y a des théories littéraires qui ne voient que toujours les mêmes choses, voyez. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la thèse réductionniste est vraie dans certains points de vue. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une réduction possible. C'est ça, elle n'est pas du tout. Mais la question est de savoir si le résidu est essentiel ou pas. Et, ça, vous l'avez pas. Si. Alors, en fait, si, parce que. Enfin, c'est moi, ce que j'ai montré, c'est toutes les propriétés qui, justement, échappent ou bien à l'équivalence au sens de Turing, ou bien à la compilation. Parce que presque tout ce que j'ai montré, ça va à la poubelle au moment de la compilation. L'expéditivité, poubelle, ça ne sert à rien, donc poubelle. Tout ce qui est implicite, c'est remplacé par des choses explicites. Les redondances, tout est traduit dans une seule et même structure, et les ambiguïtés éventuelles sont levées. Donc, tout ça, c'est des choses qui disparaissent à la compilation, et c'est des choses qui sont volontairement ignorées si on regarde l'équivalence entre les deux. Et ce que je fais, c'est en quelque sorte, là, de montrer quel est le complément de l'équivalence. C'est-à-dire l'équivalence, ça veut dire négligeons les différences, tout ça c'est la même chose. Et là, le propos de ce travail-là, c'est de montrer quelles sont les différences qu'on néglige pour ensuite dire que c'est la même chose. Donc quel est le prix qu'on paye pour dire que ces choses-là sont plus ou moins les mêmes. Donc je suis d'accord que tout ça est réductible, heureusement, puisque c'est comme ça que des textes aussi variés que ceux qu'on écrit dans les langages concrets peuvent être exécutés tous par la même machine. Donc heureusement qu'il y a ce réductionnisme-là, mais si on prend le texte avant compilation, alors il y a une variété dont l'argument de la compilation ne permet pas de rendre compte.
Il y a toutes les parties qui dépassent uniquement la technique et qui sont des propriétés communes avec les langages humains. D'accord. Et alors, si je peux quand même encore un petit peu, ce n'est pas, je vois bien qu'on pourrait appliquer l'approche de la grammaire historique et comparée ou de la sociolinguistique à ces langages de programmation, mais on n'a pas démontré encore que pour autant ils se rapprochent plus, que ces langages de programmation concrète se rapprochent plus des langues naturelles, que des langages de programmation théorique. C'est très mal fait, mais c'est pas parce que, encore une fois, vous m'avez compris. Vous m'avez compris, j'espère. Là, je comprends deux choses. Il faudra juste que je n'oublie pas la deuxième, une fois que j'aurai fini la première. La première chose, je pense que certaines méthodes, donc, y compris linguistiques, sont applicables aussi au langage théorique. J'ai fait ça récemment dans un travail que j'ai envoyé à Jean pour Turing. Parce que les machines de Turing, en fait, Turing, dans l'article 36, utilise beaucoup de styles différents pour décrire ces machines. Et simplement, à chaque fois, il adopte le langage qui est pertinent pour tel ou tel usage. Typiquement, quand ce qu'il veut faire, c'est construire une machine qui est très compliquée, mais qui veut que le lecteur comprenne, alors il va utiliser un langage survitaminé, avec beaucoup de redondance, etc., d'implicite même. Donc là, il va survitaminer son langage. Quand, au contraire, il a envie de faire un langage bête et méchant, quelque chose qui soit utilisable par une machine de Turing, alors là, il revient à un langage très proche du langage machine ou des choses comme ça. Il revient à un langage vraiment bête et méchant, très long, très moche, illisible, mais efficace. Et quand il a envie d'utiliser un langage qui permette de démontrer certaines propriétés arithmétiques, ordinales ou bien cardinales, par exemple montrer qu'il existe un nombre dénombrable de programmes possibles, alors il utilise encore un autre langage où il traduit tout sous forme de nombres. Donc il prend la version bête et méchante et très moche des langages, qui tiennent sur une seule ligne, il code ça sous forme numérique, de façon triviale, et comme ça il peut dire donc c'est un nombre entier, et donc c'est dénombrable. Donc même pour des langages théoriques, il peut être pertinent d'utiliser aussi des méthodes linguistiques comme ça. La deuxième chose, celle que je ne voulais pas oublier, oui, c'est sur la pertinence d'utiliser les outils linguistiques pour parler des langages de programmation concrets. Je ne veux pas dire que ce soit indiscernable et que ça s'applique exactement de la même façon. Parce qu'il y a des différences importantes. Il y a des choses, des langues naturelles, qui n'ont pas leur équivalent dans l'évolution, entre guillemets, des langages de programmation concrets. Par exemple, il n'y a pas toutes les caractéristiques phonologiques, la palatalisation, des choses comme ça. Mais même toutes les propriétés que vous avez données sont, en théorie linguistique, on peut les remettre en cause. Qu'est-ce qu'un signe en langue, qu'est-ce qu'une signification en langue, enfin, tout ça, on voit bien comment ça s'applique correctement, adéquatement pour les langages de programmation, mais pour les langues, c'est... Bon, tous les théoriciens ne sont pas d'accord d'employer. C'est là où je vous dis que votre analogie est fondée sur un modèle qui est justement un modèle de présentation. D'accord. Alors, j'aimerais bien avoir plus de... J'aimerais bien avoir de précision là-dessus. Il y a au moins une différence essentielle entre les deux. Donc je ne dis pas que c'est indiscernable, puisque il y a des différences essentielles, et notamment le fait que généralement dans les langages concrets, les évolutions du langage sont réfléchies, alors que dans la langue, souvent, c'est la loi du moindre effort articulatoire, donc palatalisation, africanisation, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se font sans que les gens y fassent attention, comme par exemple en français, maintenant il y a des gens de plus en plus qui disent, au lieu de di et du, qui disent ji et du. Ou bien au lieu de ti et tu, qui disent chi et tu. Donc il y a des phénomènes d'africanisation comme ça. Donc ça, c'est des évolutions qui sont inconscientes et qui font simplement simplicité de prononciation. Donc ça, il n'y a pas vraiment l'équivalent à la connaissance du langage de programmation. François, la dernière question, parce qu'il faut partir. Oui, enfin, je vais essayer d'être très bref, mais allez, je me concentre sur juste une chose. Le point de vue sociolinguistique que vous défendez, est-ce que par exemple il prendrait aussi en considération les fonctions sociales qui sont associées à ces différents langages, c'est-à-dire est-ce qu'interviennent aussi
dans les critères de choix ou les valeurs qu'on associe à tel ou tel langage, le fait qu'ils servent à faire tourner tel type de programme plutôt que tel autre. Parce que vous avez parlé de communauté disciplinaire, les physiciens, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres frontières liées pas spécialement à des disciplines, mais à des usages qu'on associe à tel langage de programmation? C'est-à-dire, est-ce que c'est choquant d'utiliser C++ pour programmer, je sais pas moi, une base de données en égyptologie ou un forum de moto vintage? Vous voyez, est-ce que le type de choses qu'on fait tourner avec ces langages-là affecte aussi les valeurs qui y sont associées, quoi. Ce qui, du point de vue des langues naturelles, serait l'idée selon laquelle c'est la littérature qui fait, par exemple, la noblesse d'une langue. Par exemple, voilà. À partir du moment où il y a eu la Pléiade, alors ça, c'est-à-dire, c'est une langue qui peut être utilisée comme langue d'État, disons. Là, comme ça, c'est possible qu'il y ait ce genre de mécanisme. Parce que, par exemple, le langage C a vraiment été fait pour écrire une X. Et le prestige du langage C tient en bonne partie au fait qu'il soit diffusé comme ça, aussi avec le code source d'Unix, parce que les gens lisaient le code source d'Unix pour apprendre à programmer aussi, apprendre à faire un système d'exploitation. Donc c'est sûrement l'élément de littérature qui a permis la diffusion et qui a permis de donner l'image de noblesse du langage. Le langage C++, en fait, il y a plusieurs choses contre lui, et pas seulement dans l'utilisation. Il y a le fait qu'il serve pour écrire Windows, c'est une raison, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi le fait que ce soit un langage qui permette de mélanger plusieurs niveaux d'abstraction. En Java, on peut faire que des choses très abstraites. On n'a pas le droit de faire de choses moches. C'est difficile de faire des choses moches en Java. En C++, c'est difficile de faire des choses belles. Donc c'est un peu pour ça, souvent c'est des raisons on reproche parfois à un langage les confusions conceptuelles qui le favorisent le plus possible. Ou en JavaScript, le fait qu'il n'y ait pas de typage dynamique, il y a des gens qui le reprochent à ce langage parce que c'est conceptuellement moche. But one of the main criticism for C++ was that it was a sort of transformation of an existing language, well-known existing language, into something with classes following the mode of object-oriented programming. So there is this typical description saying that it's like a dog with a body of an octopus. That's the idea, no? Something like a monster mixing various things in order to be able to do various tasks that originally were not thought to be done with the language. So actually that's and together with the idea that it's very difficult not to use C++ because you have to take into account various kind of trickery in some sense. No? So one of the main value in programming, one of the most shared, not always, is elegance, which is not very easy to define. But the idea is that the good programmer is the one making things in a short way, clear way, exactly in a computationally efficient way. And from this point of view, C++ has a strange status because on one side it can be very efficient from a computational point of view, on the other it's widely known to be very ugly. It's really ugly. The code is ugly to see. C'est des critiques qu'on fait au langage et pas vraiment à son utilisation. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'exemples à donner de langages qui... parce que le C++, il y a aussi des mauvaises raisons qui tiennent au langage. Et donc c'est pas forcément parce qu'il est utilisé dans Windows qu'il a mauvaise presse. Donc le seul exemple que j'ai dans ce genre-là, une littérature qui contamine le langage quant aux valeurs qu'on lui prête, le seul exemple que j'ai, c'est le C avec Unix. Et c'est une valeur positive. Mais je ne sais pas si un jour quelqu'un écrivait quelque chose de beau en C++, je crois que c'est peut-être trop tard. Très bien. Merci. On va au calme. Mais c'est pas un commerce qu'on fait en fait.